Philippe Jourdain, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Chiroquois depuis déjà plus de 30 ans, un ancien syndicaliste et surtout un fervent supporter de toutes ces associations qui, jusqu'à ce jour, nous permettent de tisser ce lien entre les citoyens. On a eu cette envie avec une nouvelle association, son initiateur va pas tarder à nous rejoindre, je l'attendais, mais je voulais vous toujours comme ça. Donc Chili en commun, vous avez pu vous inscrire sur ce lien. Chili en commun, c'est une nouvelle association que nous avons créée, avec cette idée de lancer des initiatives comme celle-là, et d'autres qui permettent d'accéder, je dirais gratuitement, à la culture, et en tous les cas, je pense que François le dira beaucoup mieux que moi, en tous les cas, continuer à participer à ce qu'on appelle l'éducation populaire. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus et qui ont répondu à notre appel. Je voudrais remercier ceux qui sont venus de très loin, quelquefois, Montpellier, Toulouse, les anciens Essonniens, ça prouve qu'on est attaché à notre Essonne. Moi-même, je reviens des Antilles où j'étais avec toute une délégation de la France Insoumise, je suis militant à la France Insoumise, et sachez que là-bas aussi, même s'ils ne peuvent pas nous suivre directement, ils vont essayer de suivre un petit peu tout le débat qui va se faire ici autour de quoi? Autour de ce qui a été un événement qui continue d'être les Gilets jaunes, mais surtout, cette émancipation qu'il y a des citoyens. J'ai pu vérifier aux Antilles en ce moment, où il existe un état de pauvreté, vous ne pouvez même pas imaginer. Eh bien, malgré cela, il y a des tissus qui se créent de solidarité entre les gens qui font plaisir. Parce que ce n'est pas simplement de la solidarité, c'est de la création. La création pour pouvoir lutter contre des phénomènes climatiques, comme les sargasses aux Antilles, mais ici aussi, des phénomènes qui font qu'on essaie de reproduire ce qui se fait au niveau des Gilets jaunes. Je vais citer des syndicalistes que je sais ici parmi nous, les éboueurs du 91, je ne sais pas si vous avez suivi leur lutte, mais 3 mois d'occupation d'un rond-point, ils sont sur le point d'avoir une bataille juridique. Mais il a bien fallu qu'il y ait cet exemple de sortir de leur entreprise pour pouvoir parler avec les citoyens. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce film, je sais que pas mal d'entre vous l'ont déjà vu, et ça nous permet en tous les cas, en le revoyant, de toucher à cette sensibilité qui est la nôtre, et de voir comment on va le traduire tout à l'heure dans les débats. Mon village, au clocher ou maison sage, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Les porte-voix d'une foule haineuse, c'est la dictature de la foule, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Un mouvement de destruction massive. À la recherche du chaos. C'est une menace contre la démocratie. C'est un viol de la démocratie. Aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. François qui parle de ses plaquettes de vent, c'est pas grave. Donc, un petit peu de soleil. Tu vois, modestement, on a réuni ce soir, sachant que tu pouvais venir nous voir 150 personnes, même un petit peu plus, qui sont pressées de pouvoir échanger avec toi. Je sais que tu as parcouru pas mal la France. Tu as suivi, je crois, un peu plus de 40 projections, ce qui est quand même pas mal. Je suis venu en famille, toi, je suis un peu intimidé, j'ai ma maman, j'ai ma soeur, j'ai Charlotte, il y a toute la famille qui est présente. Je vais te passer tout de suite le micro parce que je sais que tu es pris aussi un peu par le temps, ton programme, et donc tu te consacres une petite heure. Je voudrais retourner à Amiens ce soir parce que j'ai des gamins, je vais aller voir de temps en temps. Voilà. Je vais d'abord merci pour les applaudissements. Maintenant, je considère que ce n'est pas à moi seulement du tout qui sont destinés. D'abord, il y a évidemment Gilles, il y a toutes les personnes qui sont mentionnées à la fin qui participent au film, mais je pense qu'il y a surtout Cindy, Marie, Loïc, Khaled et tout ça qui nous ont laissé accéder à leur histoire, à leur beauté, et voilà. Je pense que c'est à eux en premier lieu que vous devez adresser les remerciements. Ensuite, moi j'adresse mes remerciements. Vous savez, quand on a la chance de venir dans une salle et que tous les sièges sont installés comme ça, qu'il y a un écran, qu'il y a le son qui est mis, c'est qu'il
il y a un tas de petites mains invisibles qui en amont ont fait le boulot, dont le représentant là est Philippe, que je connais depuis des années, et c'est pour lui, honnêtement c'est pour lui que je viens, parce que c'est un camarade de vous depuis des années avec fidélité, quoi. Mais voilà, je remercie toutes les petites mains invisibles qui ont fait ce boulot, qui ont fait poster sur Facebook, qui ont mis des tracts dans les boîtes aux lettres. Je ne sais pas tout ce que vous avez fait, mais je sais ce que ça représente du travail. Donc merci à vous tous. Et après, voilà, moi je suis à votre disposition pour discuter. S'il y a une question sur le film de temps en temps, ça me plaît pas mal. Ça arrive. Voilà, alors, je sais pas, voilà, on y va quoi, en mode un homme, une femme, c'est possible pour imposer la parité. Est-ce que vous pouvez me passer un micro, un autre micro, s'il vous plaît? Saïd, tu peux m'aider à passer le micro? Sinon, je pense qu'on peut gueuler en fait. Là. Alors, qui veut parler? Allez-y, parce qu'après, vous allez vouloir masticoter pendant 1h30. Alors. J'ai pu trouver la main parce que je dois partir malheureusement. Donc, je voulais intervenir assez rapidement pour te remercier déjà pour le travail que tu as fait, c'est énorme. Moi ça m'a foutu des boules, je sais pas, je pense que vous tous aussi dans la salle. C'est vraiment c'est choquant. De voir ça en France, ça me choque. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est je suis choqué de voir ça en France. Donc voilà, c'est un travail énorme que tu as fait et j'espère qu'on va se bouger et qu'on va rester solidaires jusqu'au bout. Voilà. Donc merci pour ton travail. J'espère qu'on sera amené à se revoir et à travailler ensemble. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonsoir, merci d'être venu jusque-là. Merci aussi pour le film. Moi j'ai été très touchée, j'ai pleuré à la du film. Et il y a un truc que je tiens à vous remercier d'avoir souligné, c'est le manque de beauté du monde dans lequel on vit, l'inesthétique des envies, la disparition de la beauté petit à petit. Je pense que, vous l'avez bien dit, il y a un monde beau et un monde de gens moches. C'est nous, on est du côté des moches, et c'est eux qui sont du côté des beaux. Et merci d'avoir montré, merci d'avoir dit, parce que c'est pas souvent évoqué. Merci beaucoup. D'abord sur le rapport à la beauté. Bon, c'est évident qu'ils ne laisseront pas leur point à eux être ressemblés à des trucs d'aluminium avec des panneaux publicitaires et dans tous les sens. Leurs points à eux, ils sont classés, ils sont préservés, ils sont loin de tout ça. Maintenant, je pense que le film, il met en lumière un rapport à la beauté qui est quelque chose de l'ordre du carnaval. C'est-à-dire que c'est ce qui est laid qui devient beau. Et je pense que c'est ça, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est laid, c'est-à-dire qu'il est laid, mais Marcel, il n'a pas une gueule de catalogue des 3 Suisses, quoi. Voilà. Et pourtant, représenté tel qu'il est par Swedener, il est beau. Et c'est le cas de tous les visages qui sont dans le film, finalement. Ce sont des visages qui sont marqués par la vie et qui, voilà, on porte des traces de son existence. Et néanmoins, par la caméra de Gilles, ils sont rendus beaux. Mais c'est le cas de d'autres choses. Je dirais, par exemple, les ronds-points. Ce sont les endroits les plus dégueulasses de France. C'est au croisement du supermarché, les péages, bon voilà, c'est infect. Mais parce que c'est habité, parce qu'on y met des cabanes, parce qu'il y a des endroits où on y met des arcs de triomphe, des tours Eiffel, enfin parce qu'on met tout ça, les lieux étant habités, ils deviennent beaux. Et je dirais qu'il y a quelque chose de cet endroit-là aussi sur le gilet. La collection automne-hiver 2018-2019 est quand même pas formidable avec le gilet jaune. C'est quand même un truc qui est moche en principe. Et parce que le truc est habité, parce que chacun y met ses slogans, alors moi je sais que je cite toujours
une petite fille a pris le secours, donc dans mon coin, qui avait inscrit sur le dos de son gilet cette année je suis en CM2, l'an prochain j'entre en 6e République. Mais voilà. Je pense que parce qu'on y fait des dessins, parce qu'on y met des licornes, parce que chacun y met du sien, le fait qu'il soit habité, ça produit du beau. Donc je pense qu'on est du côté de la beauté, le film a un rapport comme ça à la beauté qui a un rapport de renversement. Je dirais autre chose sur... monsieur est parti, on s'en fiche, mais sur la manière de faire de la politique dans le film. Moi, je ne fais pas de la politique là en étant député. Je l'abandonne, mon écharpe, le temps du tournage. Et je dirais même que les gens qui, dans le film, c'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est même pas un film sur les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des représentants, au contraire, on les fuit. Parce que la parole du représentant, c'est une parole qui est au nom du on, au nom du nous, qui est très utile politiquement, mais qui esthétiquement, émotionnellement, a rien à faire dans un film. Moi, je peux faire des tracts tous les jours. Je peux faire des discours à la tribune de l'Assemblée nationale tous les jours. Donc, c'est pas ça que je cherche à faire quand je fais un film. Donc ça veut dire qu'on construit un autre rapport à la politique. Par exemple, revenez, alors c'est vrai qu'il y avait quelques mecs d'extrême droite qui nous ont parlé, il ne faut pas raconter de conneries. Il y avait un mec qui était ancien, qui était pour l'Algérie française, mais tous les autres autour le regardaient comme ça en se demandant qu'est-ce qu'il a raconté. On en a eu deux comme ça. Mais on ne l'a pas mis parce que il y en a un, je croyais que ça marcherait dans le film, et ça ne marche pas. Vous savez, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait un truc qui prenne. Mais par exemple, ce qu'on a tout éliminé aussi, c'est ce qui est sur l'évasion fiscale. Les gens nous en parlaient à tire-larigot. Mais, je veux dire, un discours comme ça sur l'évasion fiscale qui arrive, alors il y a tant de milliards et machin et tout, c'est chiant. C'est chiant. Je suis moi de parler comme ça, mais... donc, le seul moment dont je l'ai éliminé, et je veux dire, j'étais encore plus tranché que Gilles pour éliminer tout ça. Et en revanche, le moment où on l'a gardé, c'est quand c'est Serge qui parle. Parce que quand Serge parle, c'est vécu, c'est intime. Il y a un lien direct entre les muliers qui sont à Malte et sa situation chez ID Logistique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où on a ça, ça veut dire qu'on arrive à reconstruire quelque chose qui est le lien entre l'intime et le politique. Et non pas un discours qui tombe du ciel. Donc voilà la manière dont on construit le film. Et je pense que moi, à l'intérieur du film, on fait quelque chose de la politique par deux manières, qui est le recours à l'émotion, et je ne m'en cache pas. Dans émotion, pour moi, il y a motion, c'est-à-dire mouvement, et on met les gens en mouvement avec des très bons programmes, c'est une chose, il faut l'en avoir, mais aussi on met les gens en mouvement par le rire, par la colère, par les larmes partagées et tout ça. Et donc ça, c'est un usage politique de l'émotion. Et puis, par un deuxième biais qui était, le monsieur a souligné, c'est on est choqué. Pourquoi on est choqué? Parce qu'en fait, la langue politique... ça y est, je pars dans une digression. Je rencontrais Éric Vuillard dans ma tournée, là, j'étais à Brest. Éric Vuillard, donc l'auteur de La guerre des ports, mais auparavant l'auteur de L'ordre du jour, l'auteur de 14 juillet, qui est vraiment un romancier que je vous recommande, qui travaille en général sur des choses historiques. Et il me dit une chose dans l'entretien, il me dit, au fond, aujourd'hui, la politique est de la fiction, et c'est le roman ou ton film qui représente la réalité. Et ça m'a fait tilt, parce que c'est tellement vrai. La politique, c'est de la fiction, c'est-à-dire qu'on est dans une mise en scène qui est très codée, très figée, et qui ne dit plus rien sur le réel. Macron, on est l'illustration comique à l'intérieur du film, quand il est là comme ça. Mais je dirais que même de manière récurrente, quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on entend les discours à la tribune, on se dit, mais comment se construit le lien entre ce qui se raconte là et le réel? Il y a une disparition des gens, de leur vie, de leur visage, derrière au mieux des statistiques et en général des textes de loi abscons. Et le lien, et donc je pense qu'on est dans une langue politique qui est tellement codée, figée, en généralité, que la seule effraction du réel est vos subversions. Alors là, vous ne l'avez pas eu parce que vous avez eu la version courte du film, mais à un moment, il y a un mec qui, dans la version longue qui parle de Loïc, qui parle de des pizzas. Il n'était pas là. Ah, vous avez une version bizarre parce qu'il y a des trucs qui ont... Bon, donc, je veux dire, là, le seul fait en effet que Loïc vienne parler du fait qu'il n'a pas bouffé pendant 3 jours, mais heureusement il y a une pizza gratuite dans son restaurant, ça suffit pour être une déflagration. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et de tirer des conclusions politiques derrière. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je pense, l'usage, la politique, on l'a fait dans le film, par la bande et pas directement. Enfin, voilà.
merci pour toutes ces émotions. Moi, je voulais mettre le film en perspective avec le livre Crépuscule de Franck Branco. Dans le film, on voit apparaître une France qu'on ne connaît pas, qui ne parle pas, qui ne sort jamais de chez elle, qui ne manifeste pas, qui ne passe pas à la télé. Et dans le livre, on voit aussi une France, l'autre France dont on n'entend jamais parler, sauf par des biais, en fait, finalement, par le hasard. On voit une France qui se cache et qui ne veut pas se montrer, une France des ultra-riches, des ministres et des Arnaud et compagnie. Et finalement, on est à deux France qui s'ignorent, on est dans deux mondes complètement différents. On n'a pas l'impression d'être dans le même pays. Et c'est moi, ça me choque, effectivement, c'est choquant. Et je voudrais rajouter que quelqu'un dit dans le film, je ne sais plus à quel moment, il faudrait que la route change de temps aussi. Merci. Je vais dire quelque chose, mais femme, en référence, madame derrière. Bonsoir. Alors moi, pour vous dire, quand j'ai les gens, bien sûr, je porte. Ça fait 6 mois que je suis dehors. Et c'est le troisième débat que j'ai fait pour le film. J'en ai un quatrième prévu sur le vendredi. Mais j'avais des petites questions. J'ai pu remarquer dans votre film que vous passez un péage et que vous ne payez pas. Donc dites-nous à la population, à tout le monde, est-ce que vous avez reçu après quelque chose, une amende, une facture ou quoi? Après, la deuxième question, ce serait à quand le deuxième film? Parce que le mouvement a évolué. Ça, c'était nous, c'est vrai, en décembre, mais on a changé. Je réponds à la deuxième question. Oui, il y a des vraies questions. Mais je pense qu'il faut se dire un truc, c'est que les classes dans ce pays, ça existe. Et pour nous aussi, ça existe. C'est-à-dire que moi, si je ne fais pas d'efforts, je vis au milieu des profs et des éducateurs sociaux. En gros, quoi, hein, vaguement, mais c'est ça. Et donc, c'est mon travail de reporter et un choix dans mon existence de me dire que je vais faire mon maximum pour aller franchir des barrières sociales. Mais les classes, ça existe. Et c'est un effort que de botter le cul aux gens qui t'entourent pour leur dire franchissez les barrières de classe. Allez ailleurs, allez voir, allez rencontrer. Et c'est un effort parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu en vis-à-vis et tout ça. Donc ce qui est vrai pour le bas ou pour le très bas ou pour le très haut, ça vaut aussi pour nous. On existe aussi, enfin moi je crois à l'existence des classes, je parle de moi, mais je crois à l'existence des classes. Et donc c'est vrai que c'est une France, c'est deux Frances qui ne se connaissent pas, mais que nous, on ne connaît pas non plus toujours. Moi, c'est vrai que la France des ultra-riches, c'est comme si, de temps en temps, on avait le droit à jeter un coup d'œil dans le trou de la serrure, et à partir du détail qu'on aperçoit, on essayait de reconstituer un puzzle, parce que, en effet, on n'y a pas accès. Et il y a un objectif qui est de nous la laisser secrète. Mais on le voit, par exemple, dans les discours de Macron, dans le dernier discours, là, je fais un peu d'analyse linguistique, pose sur le grand débat. On peut faire de l'analyse linguistique sur ce qui est dit, mais moi je pense que c'est très parlant de faire de l'analyse linguistique sur ce qui n'est pas dit. Et en effet que dans tout le débat, dans tous ces 2h30 de prise de parole, il n'y a pas une seule fois le mot multinational, firme, profit, dividende, riche, tout ça, vous recherchez, il y a zéro occurrence. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir ce monde dans l'ombre. Pour qu'on n'aille pas le voir, et c'est un choix par ailleurs de montage dans le film, on aurait pu faire le choix de rester sur les ronds-points ou avec les gens, on va dire, les gens pauvres, parce qu'il y a un choix, en effet, je vous dirai pourquoi après, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les archives? On vient proposer un contrepoint, sur les dividendes, sur Macron, sur les premiers de cordée, sur des choses comme ça. Pourquoi? Parce que s'il n'apparaissait que les pauvres, ça serait une fatalité dans notre pays. Il y a les pauvres, il n'y a que les pauvres, bon ben voilà, c'est normal qu'ils soient pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous offrez en contrepoint, même comme des espèces de piqûres de rappel, l'existence d'un monde où il y a 57 milliards de versés en dividendes aux actionnaires, automatiquement, ce n'est plus une fatalité, c'est une injustice. Et la clé est donnée à la fin du générique, au début,
où une phrase de Victor Hugo apparaît, c'est de l'enfort des pauvres qui fait le paradis des riches. Donc ça, c'est un autre usage politique qui est un usage de montage, mais en effet de choisir de ne pas rester sur les témoignages, mais d'apporter à travers des archives un contrepoint. Alors madame, sur les péages, j'ai reçu zéro quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, mais je crois que de toute façon, ils avaient dit qu'ils feraient payer, et puis les sanctions ont été levées, enfin bon, je sais pas trop quoi, mais j'ai rien reçu. Ça c'est quand même, ça m'aurait fait marrer en même temps. Je peux vous dire que je n'aurais pas payé les amendes et on aurait eu un bon procès, quoi. Mais bon, la deuxième chose, je le redis, je ne fais pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je fais un film sur quoi? Je fais un film sur ma France. C'est-à-dire sur la France que moi je vois depuis 20 ans dans mon coin. Ça fait 20 ans que je fais un journal qui s'appelle Fakir. Et ça fait 20 ans que grosso modo les gens qu'il y a dans le film, je les vois, je les entends, je les écoute. Sauf que ils témoignent en chuchotant quand ils témoignent. On ne peut pas mettre leurs photos dans le journal, encore moins venir les filmer. Pourquoi? Parce qu'il y a la honte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Pourquoi avant le 17 novembre, je me sens de ça? Parce que c'est, je disais le carnaval, mais c'est un moment d'inversion. C'est le moment où les plus invisibles deviennent hyper visibles avec leurs gilets jaunes fluorescents le 17 novembre. Moi, je vais sur les ronds-points, c'est les gens que j'ai croisés pendant 20 ans et qui ne voulaient pas s'exprimer. Et qui, à ce moment-là, c'est les muets qui deviennent bavards sur les contrats aidés, sur les auxiliaires de vie sociale, sur les emplois aidés supprimés, sur les auto-entrepreneurs qui galèrent, sur les artisans qui hésitent à mettre la clé sous la porte. Enfin, c'est cet univers-là qui était souterrain et qui se met à apparaître au grand jour. Enfin, voilà, donc je dis, voilà, c'est le moment des inversions, c'est le moment où la honte privée devient colère publique, et c'est aussi le moment où les plus résignés sont traversés d'une espérance. C'est ce moment-là qu'on dit. Et moi, en effet, je le dis, je fais pleinement usage de la subjectivité, c'est-à-dire que sur les ronds-points, ce sont objectivement ces gens-là que je vais chercher. Il y avait des enseignants, enfin, il y a quelques personnes dont le profil est un peu moins, il y a des trucs qui se font au hasard. Quand on monte avec Carole à la barque, c'est au pif, on monte dans la bagnole. C'est quand même vachement, pour moi c'est une scène qui témoigne d'une situation pré-révolutionnaire. Pourquoi? Parce que là on a une dame qui apparaît complètement normale. Elle a sa belle petite voiture, elle a son manteau de fourrure, ça pourrait être ma mère, quoi. Non seulement elle va piquer des plots sur le péage, il faut voir qu'elle se met en voiture de première ligne pour empêcher les autres bagnoles et les camions de passer, mais en plus quand on lui dit c'est de la délinquance, elle a la conscience qui va avec en disant non, non, c'est une reprise de pouvoir. Donc ça témoigne d'une élévation du niveau de conscience. Il y a quelque chose dans cette scène, justement parce que c'est une personne qui apparaît comme plus normale, par exemple, que Cindy, qui elle a la rage depuis qu'elle est môme, et qui trouve là le chemin pour faire éclater sa rage. Mais en effet, voilà, madame, il n'y aura pas de Joyeux Soleil numéro 2, ne serait-ce que pour des raisons d'emploi du temps, mais aussi parce que je ne fais pas un film sur les gilets jaunes avec toute ma subjectivité, je fais un film sur cette France qui s'est tue, et là, c'est comme un éclair, et donc il faut saisir l'éclair, c'est un moment de libération de la parole. Ça veut dire que les gens qui ont parlé dans mon film, un mois avant, c'est gelé. C'est hyper compliqué. Il va falloir négocier les témoignages pendant 1 an et demi pour réussir à ce qu'ils parlent un peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, à nouveau, je ne dis pas que la situation est complètement regelée, mais en tout cas, on n'est plus dans le même temps de libération de la parole. C'est ça que je viens saisir. Et non pas le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a rien sur les porte-paroles, il n'y a rien sur les revendications, il n'y a rien sur... Donc ça veut dire qu'il y a de quoi faire d'autres films pour d'autres personnes aussi. Hein. Je cherche pas à avoir un monopole. Hein. Donc voilà, il n'y a rien sur le mode d'organisation. En effet, les manifs, elles sont contournées. Je choisis de ne pas venir à Paris parce que le 17 novembre, je suis dans mon coin. Je vois que pour la première fois dans ma vie, et peut-être, j'espère pas pour la dernière, mais enfin, ça ne va pas arriver tous les 4 matins non plus. Il y a des barrages à flics secours, à Camon, devant le carrefour d'Amiens Nord, à Abbeville. Bon, il y a tout ça, c'est le bazar partout. Et je rentre chez moi, j'allume la radio, et c'est heure sur le pont de la Concorde, je ne sais pas trop où, à Paris. Putain, je me dis merde, même quand c'est la France périphérique qui se réveille, il faut encore que ça soit ramené à Paris. Donc d'où le choix en effet de contourner Paris. Mais tout ça, ce sont des choix. Moi, je ne crois pas à l'objectivité en matière de journalisme, et j'y crois encore moins en matière de cinéma. Moi, ce que je vous propose, c'est une subjectivité assumée.
C'est-à-dire, je vous livre les clés de pourquoi j'ai fait ces choix-là. Ce sont des choix, on opère en permanence des choix. Soit on opère des choix de manière consciente, soit on opère des choix de manière inconsciente. Mais on opère des choix en permanence. Et donc moi, à l'objectivité, je préfère la subjectivité assumée qui me paraît plus garante d'honnêteté. Voilà. Monsieur, derrière. Oui, dans le film, vous interpellez beaucoup, vous vous mettez beaucoup à la place de Macron. Parfois, vous demandez au personnage de qu'est-ce qu'il dirait à Macron s'il était en face d'eux. Et qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous attendez quelque chose de Macron, ou est-ce que vous pensez que finalement le changement que le mouvement des Gilets jaunes a initié, il va se faire sans les institutions qui existent déjà? Merci. Une deuxième question, une dame, si vous voulez bien. Madame, devant. Madame. On a déjà parlé un petit peu de la sélection des images dans les films, mais je voulais aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages qui ont dû être évincés? Est-ce qu'il y en a certains qui, bon, ça vous a un petit peu, pas peiné, mais est-ce que c'était un petit peu compliqué de les enlever pour garder quelques l'essence de ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'il y en a certains qui voulaient revenir dessus, en fait, juste à l'oral? Qu'est-ce qu'on savoir? Il y a des choses dans le film que vous auriez pu mettre et qui ne sont pas là. Je veux dire que je suis assez... Bon, d'abord, moi, j'ai mon école de formation, alors j'ai des cinéastes que j'aime bien, j'aime beaucoup Capra, j'aime un télo, quoi. Michael Moore en matière de documentaire, mais je veux dire, j'ai été formé pendant 7 ans à une école qui est là-bas, si je suis, avec Daniel Merlet. C'est de la radio, mais ceci dit, là, il faut bien voir qu'il y a presque une répartition des rôles entre Gilles qui gère l'image et moi qui gère le son, quelque part. Donc, moi, je suis l'homme de la parole, de la susciter et tout ça. On y reviendra d'ailleurs sur Macron. Mais, donc là, monter pour Mermet, ça a toujours été revenir et se couper un bras et une jambe. Et si tu te coupes pas un bras et une jambe au montage, si tu le gardais, ça donne. Et il y a trop de films militants qui sont comme ça. Je ne veux pas donner de leçons. Mais il y a trop de films militants où ça traîne en longueur. Et moi, c'était des discussions qu'on avait avec Gilles, parce que moi, je suis partisan du montage cut. Tchac, tchac, tchac. C'est une espèce de douche écossaise qui fait que tu es sur du long, tac, tu passes sur une séquence courte. Tu es dans un univers, paf, tu es balancé directement dans un autre univers. Et ça traîne pas. C'est vrai que je suis partisan de ce montage-là. Donc, et alors, par ailleurs, là, autant sur Merci pas trop, j'avais l'impression de pouvoir faire un deuxième film. D'ailleurs, dans mes bonus, il y a quasiment, enfin, il y a au moins un deuxième film, quoi. Là, il faut voir comment on tourne. On tourne le dimanche, on part le dimanche en bagnole, Gilles et moi, on arrête de tourner le vendredi midi. Donc c'est l'un des tournages les plus rapides du cinéma, à mon avis. 6 jours. 6 jours. Donc c'est tourné en 6 jours. Donc on a 24 heures de rush, ce qui est très peu. Tu vois, sur Merci pas trop, j'étais à près de 200 heures de rush. C'est très très peu, 24 heures de rush. Et du coup, on a un film qui est plutôt court. Là, vous en avez une version courte. Ça chimie Mazar. Voilà, mais voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai des regrets forts, ce que j'ai voulu mettre, je l'ai mis. Après, il y a des bouts qu'on fait sauter dans les témoignages, parce que tu fais gagner, parfois tu fais gagner un témoignage en puissance parce que tu le prives d'une minute à l'intérieur. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se tailler, quoi. Donc, j'ai pas... question parce que j'étais de formation en école de cinéma et du coup, on a beaucoup de rush, il y a toujours ces moments qu'on peut mettre. Ouais, mais je pense que après, moi, là, du coup, je rougis parce que moi, je n'ai pas fait de formation au cinéma, tu vois. Non, mais je veux dire, il y aurait pu avoir. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis partisan de se faire mal. Il faut se faire mal, il faut se faire mal. Si tu es trop complaisant avec ce que tu as recueilli, tu fais un film pour toi parce que c'est ton miroir à toi, mais c'est pas ton miroir à toi que tu cherches, c'est comment t'embarques les gens dans quelque chose. Donc voilà, ça c'est... alors après, sur Macron, bon, la première chose, c'est que c'est un truc de mise en scène. J'avais prévu même de faire tout le film en mode si j'étais Macron. Tu vois, ça me fait pareil, moi. Donc on n'est quand même pas là pour s'ennuyer. Et après, c'était trop répétitif sur la vaisselle et
la moquette, tu vois. C'était la vaisselle, dès que je disais si j'étais Macron, qu'est-ce que vous me diriez? Pas systématiquement, c'était vaisselle, moquette. Donc c'était un peu lassant. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'impasse. Enfin, on en a gardé quelques moments, et puis les moments qui fonctionnent bien et qui amènent autre chose. Mais on voit très bien comment il y a une envie de s'adresser au président de la République pour les gens. Ça produit quelque chose. Évidemment, il demande sa démission, donc ils ont un truc à lui dire. Voilà, ça c'est un truc. Après, qu'est-ce que j'attends de Macron? Je veux dire, moi j'attends rien de Macron. Maintenant, je tiens à souligner ce que les Gilets jaunes ont déjà obtenu. Parce que vous savez, c'est un truc de gauche. C'est oh, on a encore perdu, ça va pas, c'est mal, puis à quoi ça sert, enfin voilà, mais bon, et même on en fait une philosophie, de défaite en défaite, nous voulons vers la victoire, enfin comme ça. Voilà, mais là, je tiens à signaler quand même qu'est-ce qui a été obtenu par les Gilets jaunes. Une victoire morale, il a mis un genou à terre, il parle plus, il nous parle plus comme il parlait avant, il a rabattu sur l'arrogance. Il faudra voir combien de temps ça tient. Non mais c'est clair, tant que le mouvement tient, il se contient, il se resserre et tout ça. Je ne crois pas qu'il en ait tiré une leçon pour la vie. La leçon qu'a reçue Carlos Ghosn, à mon avis, était plus efficace. Mais bon, mais voilà. Après, une victoire matérielle quand même. Une victoire matérielle, c'est, par exemple, il y a un avocat d'affaires qui était favorable aux Gilets jaunes, donc s'il y a des anomalies sociales comme ça, il faut les accueillir avec bienveillance, qui est venu m'apporter à l'Assemblée nationale le budget 2019 avant les Gilets jaunes, tout le monde perd, sauf les 1%. Et le budget 2019 après les Gilets jaunes, tout le monde gagne un peu, et les 1% ils continuent à gagner un peu plus. Mais enfin, il y a eu un net rééquilibrage budgétaire sur l'année dernière, même on peut dire que ça a un impact positif sur l'économie française, on peut partir sur des séries de discussions comme ça. Mais même, je le dis, sur ce qu'on appelait la prime Macron, donc en moyenne c'est 450 € pour 2 millions de salariés qui ont été touchés. En vérité, il faut l'appeler la prime du gilet jaune, parce que jamais il aurait filé ça. Mais de la même manière, si dans son débat la semaine dernière, dans son truc il y a 15 jours, il a dit que toutes les retraites elles seraient à 1 000 €. C'était flou, on ne savait pas si ça vaudrait aussi pour les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Si jamais c'était le cas, ça serait pour ces professions-là un saut énorme. Mais il faudrait leur faire rappeler à qui ils le doivent. Ils ne le doivent pas à Macron, ils le devraient aux Gilets jaunes. On n'y est pas. Il va falloir encore une sacrée pression, à mon avis, pour qu'on arrive à 1 000 € en carrière complète pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Mais bon, donc voilà. Et après, moi je vois même, je pense qu'on est dans un temps de ça mûrit super vite. Et les Gilets jaunes ont été un moment, je vous le dis, c'est comme si dans le ventre de la société française, il y avait un désir d'autre chose. Je le vois même dans le discours de Macron, c'est quand même incroyable. Il n'a pas prononcé non plus une seule fois le mot compétitivité, concurrence, mondialisation, et que 2 fois le mot croissance, en 2h30. Lui qui était une machine, on aurait cru un traité constitutionnel européen, c'était une machine auparavant à dire concurrence, mondialisation, compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ce monde-là, il est mort. On n'en veut plus. Même lui le sait. Même lui, il sait qu'on ne veut pas de ça. Donc il faut qu'il continue à imposer ça, mais sans le dire. Et ça fait un changement par rapport à avant. C'est-à-dire qu'auparavant, ils nous ont entraînés vers ça. Je veux dire, qui aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle que ça fait vraiment triper d'avoir plus de concurrence, plus de compétitivité, plus de mondialisation? Vous pouvez répondre? Allez-y, monsieur. Bon voilà, non mais honnêtement je pense que c'est pas un truc qui fait triper, ça fait plus triper. Dans les années 80, on nous a entraînés là-dedans, la mondialisation heureuse, les années tapis, les années fric, on nous avait par l'enthousiasme. Et aujourd'hui, on est dans ce temps d'un détachement de l'idéologie dominante. C'est du Gramsci ça. Donc c'est un temps, voilà, on ne croit plus, les masses ne croient plus à l'idéologie dominante. Le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas encore un rattachement à autre chose. Et je pense que dans le ventre de la société française, gargouille un désir d'autre chose, mais depuis des années, pour ainsi dire. C'est une gestation. Et je pense que les Gilets jaunes c'est un moment d'accélération de cette gestation. Quand on voit comment une idée comme le référendum d'initiative citoyenne peut prendre super vite.
comment les questions fiscales se reposent en vitesse accélérée. Donc je pense que c'est un moment de gestation d'une autre société, même si ce n'est pas encore clair, et je pense honnêtement que ce n'est pas seulement les partis politiques qui auront la réponse, c'est même pas seulement les citoyens en général, mais c'est aussi des intellectuels, des sociologues et tout ça. Il faut qu'aujourd'hui, notre travail doit être de permettre d'accoucher d'une autre société, quoi. Et je pense qu'il y a un désir de ça en France, il n'y a plus la volonté d'avoir la concurrence. Là, il y a une loi qui passe sur les mobilités, c'est la RATP. Eh bien, on va encore avoir la mise en concurrence de la RATP. Mais qui a envie de ça? Qui pense que c'est comme ça qu'on va améliorer vraiment les transports en France? Personne n'y croit. C'est comme un paquebot qui est lancé, et le temps qui tourne, vous savez, il y a 20 ans, il va y avoir 20 ans de décalage, quoi. Mais je pense qu'on est dans ce moment-là. Ça répond pas à toutes les questions, en fait. C'était beau quand même. Je crois qu'il y a une question. C'est la première fois que je fais un débat où la gestion de la parole est imposée à l'homme et femme. Et du coup, je m'interroge sur le documentaire. Ça a été respecté? Je vois une deuxième question, c'est pas que j'ai vaincu. Bonsoir à tous. Il y a un point qui m'a apparu pendant tout le film et qui me paraît être essentiel. Je ne sais pas si c'était vraiment ta volonté de monter ça, peut-être parce que tu as dit que j'ai pas voulu qu'il y ait des têtes d'affiches, etc. Je pense que moi ça me fait prendre conscience de quelque chose de très positif, c'est qu'il n'y a rien de vertical dans ce film, tout est horizontal. Tout est horizontal. C'est-à-dire que chacun prend sa parole, chacun dit ce qu'il a à dire et chacun a le même pouvoir. Moi je pense que de toute façon, avoir le pouvoir, c'est finir par être corrompu. Et là, il y a une espèce d'horizontalité comme ça. Et je pense que c'est très important, ça me révèle ça. Ça veut dire que chacun est conscient de son pouvoir individuel et qu'il veut prendre son destin en main. Donc rien que pour ça, merci. Merci. La présence des femmes dans le film. J'ai pas fait de statistiques, mais je pense pas qu'elles soient sous-représentées. Je pense peut-être aussi parce que sur les ronds-points, honnêtement, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes, même s'il y avait une forte présence féminine, mais peut-être il y a eu parfois plus de facilité à faire se livrer côté féminin que, voilà, je pense qu'il y avait quelque chose qui passait plus facilement sur ce volet-là. Mais je pense qu'en temps de parole dans le film, à part que c'est faussé parce qu'il y a Gilles et moi, et notamment moi, qui suis un homme, quoi, mais sinon, en temps de parole des protagonistes dans le film, je pense que si vous... C'était pas une règle dans le montage. Ah non, c'était pas une règle dans le montage. Non. Je pense que c'est bon d'avoir des contraintes. Les contraintes permettent de créer artistiquement, il n'y a pas de doute. Mais on va dire, en faisant un film en 6 jours et en choisissant, c'est l'autre volet de ce qui est faire de la politique, c'est en choisissant de le monter et de le montrer aussi vite que ça, parce qu'on l'a tourné à la mi-décembre et on a commencé à le tourner en France à la mi-février, c'est-à-dire en 2 mois, ce qui est un temps record dans le cinéma. Pour vous dire, c'est quand même assez marrant la manière dont ça a fonctionné, parce qu'on était encore en tournage, que j'appelais le jour de fête le distributeur pour leur demander s'ils voulaient le film, et ils acceptaient de prendre un film dont le tournage n'était pas achevé et dont il n'y avait pas une seule image de montée. J'appelais la monteuse qui était d'accord pour monter le film, et donc on lui remette ce qu'il fallait au retour à Paris, et en disque dur et tout ça, et on a eu des cinémas qui ont été d'accord pour prendre le film en avant-première sans l'avoir vu. Donc, je veux dire, il y a eu toute une chaîne du cinéma qui a joué le jeu, et ça, en revanche, c'est directement politique. De choisir de monter et de montrer aussi vite que ça, c'est-à-dire de ne pas venir porter un film comme une espèce d'épitaphe sur le mouvement des Gilets jaunes, les Gigi, c'était super chouette, quoi, mais de venir le proposer dans le printemps comme un outil d'intervention possible. Voilà, donc ça c'était... bon, ça répond pas à la question encore une fois, mais... Et monsieur, il n'y a pas de question. Bon, il n'y a pas de pouvoir et c'est horizontal, sauf que quand même, il faut dire ce qui est, quand on est cinéaste, on décide de beaucoup de choses et qu'on détient le pouvoir. On détient le pouvoir de garder ou de ne pas garder les gens dans le film, on détient le pouvoir de leur faire dire, de garder ce qu'on estime. Enfin, voilà, on détient un pouvoir qui est réel et que je ne tiens pas à nier. Vous l'assumez. Martin.
moi qui n'ai pas de voix. Bonsoir, je disais déjà, je suis très contente de vous rencontrer parce que vous faites partie des personnes qui humanisaient, je trouve, la politique, qui l'avait peut-être portée, enfin, en tout cas à la mienne. C'est vrai que le grand discours, un petit peu avec des mots qui ne représentent rien, que vous, en fait, comme vous disiez, compétitivité, tout ça, ça ne représente rien. Ce qu'on veut, c'est savoir combien d'heures on va travailler, à quel âge on va pouvoir partir à la retraite, combien on touchera à la retraite. Donc déjà, merci pour ça. Et puis j'ai une autre question qui rejoint un peu la question du jeune homme, qui est peut-être un peu hors sujet, je m'en excuse. Je suis en train de lire votre livre, et en le lisant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Macron a dû réagir quand même. Enfin, est-ce qu'il l'a lu? Est-ce que vous avez eu des échos là-dessus, comme votre film? Enfin, humainement, on est obligé de réagir. Est-ce qu'il nous a contactés ou a conseillé? Moi, je lis le livre, ça mérite en cours, en fait. Je me pose des questions. C'est pas vrai. Oui, François. Est-ce que tes collègues députés ont vu ce film? Est-ce que tu as eu des retours de leur part, particulièrement des députés En Marche, mais pas que? On a fait une projection un peu VIP, il y avait des députés de chez nous, il y avait un socialiste, mais il n'y avait pas de marcheur. De toute façon, je suis un espèce de pestiféré, il ne faut pas rêver. C'est pas de contact, tu vois, je dois venir avec ma clochette bientôt. Donc voilà, c'est ça quand même. C'est pas de contact avec Ruffin, c'est quand même clair. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de retour des marcheurs. Et sur Macron, il n'y a pas eu de... Enfin, non. Après, je ne sais pas comment... Vous savez, moi, honnêtement, ces gens, ces grands hommes politiques, ce sont des mystères pour moi, quand même. Franchement, hein, ils sont capables de se prendre des balles de partout et de tenir debout, tu vois. Mais alors, tu as l'impression... moi, je serais Macron, et je me serais pendu depuis longtemps. Non, mais c'est pas le destin que je vous souhaite, mais ça demande une psychologie particulière, une espèce d'arme mentale. Bon, je pense qu'il est protégé par les 1%, par la classe qui l'entoure et tout ça, mais il faut réussir à se blinder face aux critiques, mais c'est comme Hollande. T'as le mec, il est mort, il est au 3e sous-sol. Je ressors, c'est retourné mort-vivant, quoi. Et je repars et je vais essayer de repartir. Mais je veux dire, ça demande une psychologie, quand même, une psychologie particulière. Donc moi, je ne fais pas un bouquin de psychologie. Je pense que mon bouquin est un bouquin de socio-psychologie. C'est-à-dire, au-delà de Macron, c'est toute une classe qui parvient à passer toute sa vie sans avoir de contact avec cet univers-là. Et qui vit à l'abri de la Providence qu'on a fréquenté ensemble, mais qui vit ensuite à l'abri de Sciences Po, de Henri IV, de Sciences Po, de l'ENA, de Bercy, de Rothschild, retour à l'Élysée, comme secrétaire général, et donc finalement c'est juste, tu te dis, à quel moment, c'est mon interrogation, mais à quel moment dans cette existence, mais qui vaut 1000 existences, et en fait 1000 existences de nos dirigeants, d'ailleurs il y a une phrase de Macron qui est intéressante, mais à quel moment juste ils ont rencontré Natacha, ils ont rencontré, alors j'opère un distinguo dans le bouquin entre le contact et la relation, hein, parce qu'il est très fier, l'Élysée met en scène Emmanuel Macron va au contact, c'est leur formule, et le contact, et en fait, quand on a fait des études de linguistique, c'est ce qu'on appelle la forme pratique de la communication. C'est-à-dire, c'est juste, ça va, c'est la mise en contact. On se met en contact. Mais normalement, la relation, elle vient après la mise en contact. Donc quand on dit qu'on va au contact, en fait, on se limite à la mise en contact. On se limite à ce temps qui est extrêmement bref. Et en plus, quand on dit qu'on va au contact, ça contient un heurt. C'est-à-dire, c'est la fierté d'aller au contact du peuple comme on monte sur un ring. Vous voyez? Et c'est logique parce que finalement, après il y a un autre mot qu'il faudrait étudier, pas seulement dans la bouche de Macron, mais dans la bouche des dominants depuis 20 ans. C'est le mot courage. Le courage, en permanence,
c'est d'avoir le courage d'aller contre les intérêts du peuple et des électeurs. Ça, c'est du courage. Accompagner la finance, c'est pas une faiblesse, c'est du courage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, il faudrait un immense courage pour affronter la finance, pour affronter les médias, pour affronter la Banque Centrale Européenne, mais il n'est jamais mentionné. Quand on mentionne le courage, c'est le courage d'aller contre les intérêts des électeurs. Et donc moi, je fais le distinguo donc, entre ce contact et la relation. Moi, je dis, j'ai 3 personnes dans mon entourage, par exemple, tu vois, je pense à 3 personnes, Katia, il peut y avoir Cindy, tu dis, juste passer 1 heure par semaine avec elle. Tu comprends des tas de trucs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu réussis à passer ton permis? Quelle galère t'as quand tu as 18 ans, tu n'as pas eu ton permis et que tu vis ensuite sans l'avoir. Tous les papiers qu'il faut faire dans tous les sens et machin. Enfin voilà, tu vois, là cet après-midi, il y avait un vote sur l'aide sociale à l'enfance. Comment on fait pour qu'à 18 ans, un texte plutôt positif, mais donc le gouvernement s'est appliqué à l'idée de son contenu, mais pour qu'à 18 ans, les gamins ne se retrouvent pas à la rue sans rien parce que c'est la fin de l'aide sociale à l'enfance. Bon, mais alors là, la réponse du gouvernement, c'est il y en aura qui seront éligibles s'ils ont passé 18 mois sur les 24 mois en étant machin. À partir du moment où c'est pas automatique et systématique, on sait qu'on perd plein de monde au passage. Donc voilà, c'est comment tu fais pour nouer une relation qui permet de t'éclairer dans la durée là-dessus. Parce qu'en revanche, des relations, par exemple, là je suis arrivé en moto parce que j'étais au faux procès d'Emmanuel Macron. J'ai décidé de jouer Bernard Arnault. Vous voyez. Et donc, parce qu'avec Bernard Arnault, il a une relation. Donc, quand il était ministre de l'économie, donc ministre socialiste de l'économie, toutes les semaines, il mangeait chez Bernard Arnault, première fortune de France. C'est une relation qui permet de faire passer les messages sur l'impôt de solidarité sur la fortune, mais en fait, de baigner dans cet univers-là. Donc c'est vrai qu'au-delà de Macron, mais on a en fait... Alors, je vous ennuie ou là, ça va? Il y a une phrase, toujours pour faire un peu de linguistique, amusons-nous avec ça ce soir, il y a une phrase dans le discours d'Emmanuel Macron qui fait écho à mon livre et voilà, à la situation. Il dit à un moment, on a découvert, et je le dis avec beaucoup d'humilité, donc déjà pour que lui fasse preuve d'humilité, c'est quand même pas mal, et on a découvert, et je le dis avec beaucoup d'humilité, les retraités modestes, les personnes en situation de handicap, les mères célibataires. Alors, je pense que ce « on » est intéressant. On a découvert. Évidemment, c'est Emmanuel Macron qui n'ose pas dire « j'ai découvert » parce que putain, c'est quand même la honte. T'es président de la République, t'as 40 ans et tu découvres que dans ton pays, il y a des retraités modestes, des mères célibataires et des personnes en situation de handicap. Donc il s'agit que le jeu se cache derrière le « on ». Mais je pense qu'il est intéressant de prendre aussi ce « on » au sérieux. Et de se dire qu'en effet, ce « on », c'est un lapsus qui révèle un « on » de classe. Et qu'au-delà d'Emmanuel Macron, c'est toute une classe, la classe des éditorialistes, la classe des directeurs de journaux, la classe des patrons, enfin la classe de tout cela qui n'ont jamais vu et qui ne verront pas autrement que, voilà, tout comme nous on regarde un bout d'univers des riches comme ça par le trou de la serrure, eux ils ont eu à un moment une effraction des classes populaires sur les plateaux de BFM et ça a été le temps, ils ont entreaperçu ça, ils se sont dit putain ça existe ça. Donc voilà, je pense qu'on peut prendre ce mot au sérieux et se dire que c'est quand même effrayant d'être dirigé, qu'un pays soit dirigé par des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas comment vivent les Français, qu'est-ce qu'ils font le dimanche, enfin voilà, ils ne savent pas ça. Et il y a quelque chose d'effrayant dans cette classe, une petite minorité, hein, mais qui sait, et le fait qu'il se compare à Jupiter est assez intéressant aussi, qui se soit affranchi du sol commun, et qui, du coup, là, il y a des nuages entre l'Olympe sur lequel ils se trouvent et nous qui sommes en bas, vous voyez, et du coup, ils aperçoivent plus bien ce qui se passe en dessous. Et se dire qu'on est dirigé, que les décisions sont prises par une classe qui ne connaît pas le pays, ça a quelque chose d'effrayant. Quand bien même ils seraient les plus compétents sur le plan statistique, législatif, juridique, tout ce que tu veux. Ça me fait penser à une scène des Tuches. Les Tuches, à un moment, dans les Tuches, il y a un débat, comme s'il y en a un qui devait aller devenir président, et donc il y a le mec hyper compétent et tout ça. Et la question du journaliste, c'est combien il y a de sous-marins? Et t'as le gars compétent qui répond et machin, et là t'as le Tuche qui me j'en
sais rien combien sont sous-marins. Mais moi, je connais Jean-Claude, qui a du mal à payer ses impôts à la fin du mois, et puis qui ne retrouve pas de boulot. Et tu vois, il y a comme un conflit de légitimité entre la légitimité de celui qui connaissait toute la géopolitique internationale et celui qui connaît le pays. Ouais. Madame, allez-y. Ça marche pas. Oui, bonsoir. Merci pour ce beau film qui nous permet de voir, effectivement, d'être choqué par pas mal de situations. Moi, j'ai particulièrement été interpellée sur le témoignage de cette personne dont j'ai omis le nom, vous m'en excuserez, c'était sur le barrage à Nîmes. Vous parliez tout à l'heure de l'angle d'attaque du film, qui n'est pas un film sur les gilets jaunes, mais sur le caractère humain et le témoignage après des années de silence d'un certain nombre de citoyens. Je pense que cette personne, enfin, je l'ai vue comme ça, je ne sais pas si elle avait eu envie de parler du fait qu'elle faisait les poubelles pour nourrir ses enfants, puisque ce n'est pas venu de sa part, c'est venu de ceux qui l'entouraient. Je me demande si effectivement ces personnes ont eu ou ont mesuré les conséquences vis-à-vis de cette personne qui a eu du mal à s'exprimer. Donc je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi ce moment, parce que ça dénote, selon moi. Et la deuxième question, sur un tout autre registre, c'était de savoir si vous aviez fait l'objet d'une censure du film sur certaines communes, sur certains grands distributeurs. Voilà, merci. Monsieur, ça a certainement varié le passage. C'est ce que j'allais dire. Je suis désolé, mais je dois prendre la moto. C'est Olivier qui va mettre à l'Assemblée nationale. Je dois prendre la bagnole pour monter la mer. Et j'avoue que j'ai la trouve d'aller en manif le dimanche parce qu'il y a des gens qui se font des grands vélos, arracher les mains, arracher les pieds, tabasser, etc. Donc je reste sur ma rencontre et ce que tu dis sur le côté émotionnel de la chose, c'est comme ça qu'on arrive à toucher les gens et je vais vous raconter une anecdote de mon coin. En fait, je fais atterrir l'endroit le plus visible de mon coin. Et on joue dans une contre-allée un petit peu sombre, et arrive une petite dame de 75 ans, comme ça, et avec le sourire, et un vrai sourire parce qu'elle sourit avec ses yeux. Et le sourire avec les yeux, c'est le vrai sourire. Et je la regarde, et elle sourit, je souris, et là je la vois, regardez. Elle portait une botte de chocolat, et elle tremblait, Elle avait peur. Alors, j'ai vu ton sourire, j'ai souri. J'ai vu ses mains, elle avait peur, j'ai peur. Et malgré tout, il souriait. Et elle a dépassé ses peurs, malgré toute la merde qu'on a vue dans l'esprit, à savoir les gilets jaunes qui perdent tout, les restaurants qui crament, les CRS qui se prennent des pavés, la statue qui est bornée, etc. Elle dépasse ça, elle dépasse sa peur. Et il y a une autre émotion parce qu'on lui vend la peur et elle nous rend la confiance. Et ça, c'est ce qui a dû sentir à plusieurs reprises dans les moments, en discutant avec des gens directement comme ça. Il y a des instants de transcendance, disons-nous, et il y a une dimension dans le mouvement qui dépasse le mouvement, parce que là, tout le monde ici, on est sympathisants du mouvement, on a acheté le poids, et il y a une aspiration à un jeu collectif. Le jeu comme on voudra, qui fait que malgré la peur, malgré l'émotion qu'on essaie de nous communiquer, il y en a une autre qui est en dessous, une émotion qui est beaucoup plus puissante et qui nous amène à avancer vers quelque chose d'autre, dans la confiance. Je vais répondre à madame sur Natacha. C'est Natacha son prénom. Vous savez,
le cinéaste, il n'est pas moral. C'est vrai. À partir du moment où tu chopes ça, c'est pas possible de ne pas le mettre. Ça, c'est... Voilà. Tu sens qu'il y a un moment, là, tu es suspendu, et pour moi, ouais, mais c'est pas moral, tu vois. Mais après, je vais te dire, Natacha a vu le film, elle est très contente. Hein. Ça, c'est pour te donner la fin du truc, mais ceci dit, elle aurait pu ne pas l'être. Hein, voilà. Mais après, comment je lis la scène? Il y a une espèce de trahison, tu vois, et qui met vachement mal à l'aise. Et tu la sens asphyxiée. Elle est asphyxiée. Et en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que le collectif lui sert de bouée et vient la remettre, la relever et lui permettre de reprendre sa respiration en un retournement qui est de la honte privée à la colère publique. Et qui fait que là où elle était asphyxiée par la honte au départ, parce que c'est ça le sentiment qui l'écrase, eh bien, ça se renverse, et elle parvient à dire, et elle parvient, on l'aide à surnager. Hein? Quoi? Oui, on l'aide à surnager et en faire tu vois, un truc comme ça. Et je pense que ça se sent. Tu sens les deux temps. Et t'es putain de mal à l'aise. Hein. Tu dis, l'autre, là, putain, elle aurait dû se la fermer quand même. Hein. Moi, je suis là à saisir ça en direct, et c'est ce que je me dis. Je me dis, quel enfoiré quand même, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'as pas envie qu'on vienne déballer ça devant les autres et tout ça. Et donc, tu sens le moment, tchac, et le moment où les autres autour l'aident à reprendre pied, à retrouver. Elle a cette élocution, et je veux dire, c'est quand même l'une des particularités du cinéma que de pouvoir donner au milieu du film 13 minutes à Cindy et donner 4 minutes à une personne dont l'élocution est aussi compliquée que ça. Hein. Donc, vous ne verrez pas ça à la télévision. Il y a eu des gilets jaunes à la télévision, mais le mode d'interview et tout ça n'est pas du tout de la même nature. C'est juste... Bon voilà, donc en effet, maintenant, donc Natacha a vu le film, elle est vachement contente, elle s'est exprimée dans une salle de cinéma, pas ici, mais elle était dans la salle, elle a repris la parole pour expliquer ce qu'elle pensait et tout ça, elle est très contente que cette séquence existe. Mais ceci dit, il faut dire la vérité, c'est que ça aurait pu être l'inverse aussi. Mais voilà, je veux dire, là, je te dis juste, le gars qui a fait du Mermet pendant 7 ans, et qui fait Fakir pendant 20 ans, je ne donne pas de papier à relire avant, quoi. Parce que putain, quand tu saisis un truc comme ça, c'est pas vrai que tu as envie qu'il y ait un comité de censure qui se mette autour et qui te dise ça t'as le droit de le montrer, ça t'as pas le droit, et puis tout ça. Tu fonctionnes avec toi-même. Donc voilà, pour te dire que là je suis pas un personnage moral, j'ai ça, je suis un voyeur aussi. Et vous l'êtes aussi. Voilà, il y a un côté, il faut se dire les choses. Enfin voilà, on est à un côté où on a envie de savoir comment vivent les gens chez eux et tout ça. Et c'est pour ça qu'on vient au cinéma, y compris pour le cinéma documentaire aussi. Bon, alors peut-être que là c'est un peu trop. Mais bon voilà, ça. Et la deuxième question, c'était sur quoi? La censure. Non, la censure. Il y a eu des cas de censure. Tu vois, oui, parce que il y a eu des craintes de troubles à l'ordre public avec le mouvement des Gilets jaunes dans des salles et tout ça, mais si, il y a eu Marine Karmitz quand même. Le film il a été pénalisé clairement sur Paris par les MK2 qui n'ont pas voulu prendre le film alors que c'était un film destiné, donc ce qui fait que tu as 0 salle dans l'Est parisien, et c'était un film qui était destiné quand même à l'Est parisien. Donc tu te retrouves à voir le Lincoln qui est à côté des Champs-Élysées, et c'est sympa d'avoir les Champs-Élysées qui acceptent de projeter le film, ça va pas de soi, mais c'est pas non plus le public cible, si tant est qu'il y a un public cible. Donc voilà, là on a eu un cas de censure manifeste par Marine Karmitz. Après il y a quelques bleds d'ailleurs à droite en France, mais voilà, c'est périphérique. Surtout je tiens à signaler, au contraire, comment le monde du cinéma a joué le jeu, je l'ai dit tout à l'heure, mais comment toute une chaîne de production et de distribution a accepté de prendre le film à l'aveugle et dans un temps qui est du jamais vu pour le cinéma, y compris pour le cinéma documentaire. 2 mois entre l'événement, alors il y en a quelques-uns qui disaient non mais c'est pas possible, ça sera pas un vrai film parce qu'on ne peut pas faire un film aussi vite que ça, c'est de l'actualité, nous on n'est pas là pour faire de la télévision, et ce sont des réflexes respectables. De dire voilà, on n'a pas envie de se transformer en une chaîne de télévision bis. Ceci dit, je me demande, d'abord, ceux qui ont vu le film, ensuite on a pu leur envoyer un lien vers le film, ils ont dit non, c'est du cinéma. Donc on le prend.
Donc on revient sur notre a priori, on prend le film. Mais ceci dit, il y a à se demander presque, je pense qu'on invente un mode de distribution et de production là, rapide. Moi, dans mon enfance, il y avait Connaissance du Monde de temps en temps, je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a Connaissance de la France, hein, ce pays que je ne connais pas, c'est Connaissance de la France. Et je me demande si, compte tenu de ce qui est devenu la télévision, il n'y a pas un truc alternatif à construire avec les cinémas en matière de cinéma documentaire et tous les mois ou tous les 2 mois avoir un truc qui tourne comme ça. Enfin, vous voyez ce que. Enfin, je sais pas. Je ne serai pas député, j'y consacrerai un peu de temps. Mais bon, là. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, sur le rond-point. Bon, je comprends très bien qu'on n'est pas dans les manifs du samedi. Moi, je pense que le rond-point, c'est un mouvement qui peut se lire comme des strates géologiques successives. Ça part sur le gasoil, mais dès le 17 novembre, on est sur le social. Et en fait, très vite, se mêle, c'est l'orgueil d'un peuple qui est touché aussi. Il y a une question de justice. Enfin voilà, il y a tout ça qui se mêle. Ensuite, on en vient à la question de la démocratie. Je le disais tout à l'heure, c'est l'expression aussi d'un désir d'autre chose. Mais pour moi, il y a aussi le rond-point, c'est le lieu où se retisse le lien. C'est d'ailleurs dit assez régulièrement dans le film. Et on sent à la manière dont c'est dit, par un Loïc sur la fraternité, par, je ne me souviens plus, je ne sais même pas si on a son prénom, au gars en orange au début du film. Bon, mais on sent que c'est vécu tripalement. C'est pas pour dire, vous savez, parce que tous les philosophes et puis les sociologues et les ministres, c'est la tarte à la crème, c'est il faut retisser du lien social et tout ça. Bon, là, on sent bien que c'est pas un mot comme ça, c'est vécu de manière tripale. Et je pense que c'est un besoin aujourd'hui, et ça a été se retrouver sur les ronds-points. Et d'ailleurs, se dire que le gouvernement casse les cabanes des pauvres et casse le lieu où se retisse le lien, c'est catastrophique. Bon, mais pour faire appel à ce que pourrait être un désir d'autre chose, moi je crois qu'aujourd'hui, l'un des basculements qu'on a opéré, c'est des biens vers les liens. Aujourd'hui, le progrès dans la société française, c'est plus le progrès économique avec un taux de croissance à 3%, dont on croit qu'il va nous apporter un supplément de bonheur. Il y a peut-être des gens qui sont convaincus, mais moi pas, et je pense que c'est un truc qui s'est effrité dans la société française. Mais de la même manière, le progrès, il sera plus technologique. Qui croit, il va y avoir la 5G, là. Il y a des textes qui passent à l'Assemblée nationale, mais qui croit que parce qu'on va avoir des réseaux plus puissants, ça va nous apporter plus de bonheur? Qui croit que parce qu'on va avoir des téléphones portables qui vont être connectés au frigo, ça va être par là qu'on aura plus de bonheur? Et donc, je pense qu'intimement, en nous-mêmes, on sait que le supplément de bonheur qu'on pourra trouver dans cette société, c'est par la relation qu'on construira avec les autres. Donc il faut qu'on parvienne à construire ce basculement des biens vers les liens, et ça veut dire le construire aussi économiquement. Enfin, c'est pour ça que moi, j'axe beaucoup ma réflexion. On en voit d'ailleurs pas mal dans le film, on en rencontre sur les ronds-points, et c'était la première fois. Comme c'est aussi les gilets jaunes, c'est ce temps où les isolés font du collectif. Donc dans les isolés, il y a des intérimaires, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi par exemple beaucoup d'auxiliaires de vie sociale dans le film. Il doit y en avoir 3 dans le film. Mais parce qu'elles vivent évidemment dans des difficultés, dans des situations de pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on veut le basculement des biens vers le lien, ça doit être misé fortement sur les métiers du lien. Le métier du temps, le métier de l'entraide, on appelle ça comme on veut, mais auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, accompagnant d'enfants en situation de handicap, aide-soignant, animateur du périscolaire, enfin tous ces métiers qui en fait sont dévalorisés dans l'imaginaire et sont dévalorisés dans les salaires aujourd'hui concrètement. Et ça dit quelque chose, je pense, sur une société quand les métiers du lien, qui s'occupent des bébés, qui s'occupent des enfants handicapés, qui s'occupent des personnes en situation de handicap, qui s'occupent des adolescents, enfin, qui s'occupent de tout ça, sont, sur le plan salarial, maltraités. Je pense que ça signifie que notre société, elle ne place pas le lien au cœur d'un projet. Et voilà, moi, ce que je pourrais apporter en termes de désir d'autre chose, je pense que c'est quelque chose dont on ressent le besoin, c'est de faire passer des biens vers les liens. Voilà, je vous remercie en tout cas.
soir. J'espère en tous les cas que cette première réunion de chez nous en commun vous aura permis en tous les cas de retrouver un petit peu de soleil. On essaiera d'en créer d'autres. Et j'espère que François, tu nous porteras un bonheur pour les séances à suivre. Et bon courage à toi, bon courage aux copains. On vous suit régulièrement à la salle. Merci à tous.